Il est 1 heure du matin, le 2 octobre 1996, et au-dessus de l'océan Pacifique, à environ 50 miles nautiques à l'ouest de Lima, au Pérou, tout est calme et paisible. Une lune gibbeuse au nord-est éclaire une couche de nuages lisses et ininterrompus, où la silhouette élégante d'un Boeing 757 d'Aéropérou complète parfaitement la scène alors qu'il grimpe lentement vers le nord. Mais cette apparence paisible contraste fortement avec ce qui se passe dans le cockpit, où les deux pilotes tentent maintenant de gérer l'une des pannes les plus insidieuses auxquelles nous puissions être confrontés. Et même si je sais que ce que je vais vous raconter sera extrêmement frustrant, il est important de se rappeler une chose. Quiconque connaît le secret d'un tour de magie pensera que c'est évident, mais pour ceux qui le voient pour la première fois, il est presque impossible de le comprendre. Maintenant, les deux pilotes qui seront les protagonistes de cette histoire étaient tous deux très expérimentés. Le commandant de bord, âgé de 58 ans, avait accumulé près de 22 000 heures de vol au total, dont plus de 100 heures sur le Boeing 757. Et son copilote, âgé de 42 ans, comptait près de 8 000 heures de vol, dont environ 700 sur le même type d'appareil. Mais malgré cela, cette histoire va tourner autour de deux paramètres très basiques. À quelle altitude et à quelle vitesse il volait? Tout a commencé la veille du vol avec Novembre 5-2 Alpha Whiskey, l'un des deux Boeing 757-200 exploités par Aéropérou. Le 757 est un biréacteur à fuselage étroit, de moyenne à longue portée, construit entre 1982 et 2004, et il est équipé d'un cockpit moderne à écran. Avec ses deux moteurs puissants et sa grande fiabilité, il est et a toujours été extrêmement populaire auprès de tous les pilotes à qui j'ai parlé et qui l'ont piloté. Même si je ne l'ai pas piloté moi-même dans la réalité, j'ai une certaine expérience sur simulateur et c'est vraiment une machine exceptionnelle. Quoi qu'il en soit, le November 5-2 Alpha Whiskey n'avait que 4 ans à l'époque, ce qui signifiait qu'il était pratiquement neuf, et cette nuit-là, il devait effectuer le dernier tronçon Lima-Santiago du vol 603, qui était l'une des lignes phares d'Aéropérou reliant Miami à Santiago au Chili avec des escales intermédiaires à Quito, en Équateur, et à Lima. L'autre Boeing 757 d'Aéropérou avait assuré les 2 premiers tronçons avec 80 passagers à bord. Et pour 19 d'entre eux, Lima serait leur destination finale, tandis que 61 poursuivraient vers Santiago à bord de ce nouvel appareil sous le même numéro de vol. Cela signifiait qu'avec les 2 pilotes et les 7 membres d'équipage de cabine qui commenceraient leur service sur ce tronçon, il y aurait au total 70 personnes à bord. Pendant que les passagers étaient encore en route depuis Miami, les techniciens de maintenance d'Aéropérou avaient travaillé au remplacement 2 aubes directrices d'entrée sur l'un des turboréacteurs Pratt & Whitney du November 5-2 Alpha Whiskey. Ce moteur avait été endommagé par un impact avec un oiseau et ils avaient également remplacé l'une de ses pompes hydrauliques entraînées par le moteur. L'avion devait ensuite être lavé et la finition en aluminium sur la partie inférieure avant de son fuselage devait être polie. Mais après le début du lavage, celui-ci a dû être temporairement interrompu pour effectuer un essai moteur obligatoire. Et probablement, c'est là que la première pièce de ce puzzle a été posée. Mais lorsque l'équipage est finalement arrivé à l'avion et que le commandant de bord a effectué sa visite pré-vol, toutes les tâches de maintenance et le lavage étaient terminées, et il n'a rien remarqué d'inhabituel. Comme je l'ai laissé entendre au début, cette histoire portera finalement sur la vitesse et l'altitude. Donc, pour bien comprendre ce qui va se passer maintenant, je dois d'abord expliquer comment ces 2 paramètres sont mesurés, car je sais qu'il y a parfois de la confusion à ce sujet. La vitesse et l'altitude peuvent toutes deux être exprimées par rapport au sol, auquel cas on parle de vitesse sol et de hauteur. Mais même s'il peut sembler important de savoir à quelle vitesse un avion se déplace par rapport au sol, ou à quelle hauteur il se trouve au-dessus d'une montagne, ce ne sont pas les références principales utilisées par nous, les pilotes. Vous voyez, nous volons dans l'air et par rapport à lui, et c'est donc la référence principale que nous utilisons à la fois pour la vitesse et l'altitude. Et mesurer la vitesse d'un avion par rapport à l'air ambiant n'est en fait pas si compliqué. Comme tous les autres avions commerciaux, le Boeing 757 utilise ce qu'on appelle des tubes de Pitot pour cela. Il porte le nom du scientifique français Henri Pitot, qui les a développés en 1732 afin de mesurer la vitesse de l'eau circulant dans les rivières et les canaux. Il a conçu ces tubes de façon à ce qu'ils aient une ouverture orientée face au courant, permettant ainsi à l'eau qui y pénètre d'exercer une pression mesurable contre l'extrémité fermée des tubes.
Cela permettait alors d'indiquer la pression dite totale, à partir de laquelle la pression ambiante de l'eau environnante, également appelée pression statique, était soustraite pour obtenir la pression dynamique, qui était parfaitement proportionnelle à la vitesse de l'eau en mouvement. Cela signifiait que plus la pression dynamique était élevée, plus l'eau s'écoulait rapidement. À présent, le Boeing 757 est équipé de 3 de ces tubes de Pitot, situés sur le côté du nez de l'avion sous le cockpit et, tout comme dans les rivières de M. Pitot, il mesure la pression totale, non pas de l'eau, mais de l'air qui s'engouffre à l'intérieur. Et ces informations sont ensuite transmises au calculateur de données aériennes, où la pression statique ambiante est soustraite de la pression totale afin d'obtenir la pression dynamique, aussi appelée pression d'impact. L'altitude peut être mesurée encore plus simplement en utilisant le principe d'un baromètre, qui tire son nom du mot grec baros, signifiant poids. Un baromètre mesure le poids de l'air au-dessus de lui, ce qui revient à dire qu'il mesure la pression statique à l'aide d'un petit tambour métallique évacué appelé capsule anéroïde. Plus l'altitude est élevée, plus le poids de l'air au-dessus est faible. Ainsi, lors d'une montée, la capsule se dilate lentement et, si vous la reliez ensuite à un mécanisme qui transmet cette dilatation à une aiguille sur un cadran, vous obtenez un altimètre de base. C'est d'ailleurs ainsi que fonctionnaient de nombreux altimètres de secours dans les cockpits des avions de ligne des années 90, dont certains sont encore utilisés aujourd'hui. Mais cela ne fonctionne que si la pression statique peut circuler librement dans le capteur concerné et en sortir. Maintenant, alors que les tubes de Pitot sont faciles à repérer sur un avion, il peut être un peu plus difficile d'identifier où la pression statique est mesurée. Sur le Boeing 757, ce qu'on appelle les prises statiques sont des orifices de type plaque affleurante, perforés comme des salières et placés de chaque côté de l'avant du fuselage, en bas sous les fenêtres du poste de pilotage et de la cabine avant. Elles sont placées à cet endroit parce que cette partie de l'avant du fuselage est une zone de pression relativement neutre, où la pression locale de l'air qui passe sur la surface est la plus proche de la véritable pression statique ambiante. Maintenant, en plus de la vitesse et de l'altitude, nous mesurons également un troisième paramètre à partir de ce système, appelé vitesse verticale, et comme son nom l'indique, il s'agit d'une mesure de la rapidité avec laquelle un avion monte ou descend. La vitesse verticale est calculée en fonction du taux de variation de la pression statique, donc, comme pour la mesure de la vitesse et de l'altitude, la pression statique joue à nouveau un rôle important ici, et cela vaut la peine de s'en souvenir. Et puisqu'on parle de choses qui jouent un rôle important, la plupart des gens prennent leur sécurité personnelle très au sérieux. Mais pour une raison quelconque, ils n'ont pas tendance à considérer leur sécurité en ligne de la même manière. Chaque fois que vous vous connectez à Internet, vous laissez une trace des sites que vous visitez, des fichiers que vous téléchargez et des liens sur lesquels vous cliquez, et heureusement, la plupart du temps, il ne se passe rien de grave. Mais il suffit d'une seule arnaque convaincante ou d'un fichier infecté pour causer de vrais dégâts. C'est pourquoi il est formidable que le sponsor d'aujourd'hui, NordVPN, vienne de lancer son logiciel antivirus de nouvelle génération qui peut vous aider à préserver la confidentialité et la sécurité de votre vie numérique, peu importe les sites que vous visitez. Les antivirus traditionnels ont été conçus pour une autre époque, pensés pour détecter les menaces après qu'elles aient déjà atteint l'appareil, mais cela signifie aussi que lorsque vous réagissez, vous avez déjà été exposé. Dans ce monde piloté par l'IA, cela ne suffit plus. Alors, à la place, l'antivirus de NordVPN fonctionne en arrière-plan, analysant automatiquement les sites que vous visitez, vous alertant de manière proactive sur les arnaques et les sites de phishing, ainsi qu'en interceptant les traceurs et les fichiers corrompus avant même qu'ils n'approchent de votre appareil. Désormais, vous pouvez protéger jusqu'à 10 appareils différents avec un seul compte, afin que toute votre famille reste en sécurité et anonyme en ligne. Et si cela vous intéresse, scannez ce QR code ou rendez-vous sur nordvpn.com/pilot pour obtenir 4 mois supplémentaires gratuits lorsque vous souscrivez à leur offre de 2 ans. N'oubliez pas non plus qu'avec la garantie de remboursement de 30 jours de Nord, vous ne risquez rien à l'essayer. Merci à Nord. Maintenant, revenons au vol. Quoi qu'il en soit, malgré les travaux de maintenance qui avaient été effectués, November 5-2 Alpha Whiskey était, comme je l'ai mentionné, entièrement prêt à temps pour le départ prévu du vol 603. Ainsi, après avoir briefé l'équipage de cabine, les pilotes ont commencé leur préparation du cockpit pour ce qu'ils pensaient être un vol normal et agréable lors d'une nuit sereine en ce début de printemps dans l'hémisphère sud. Ils avaient convenu plutôt que le copilote serait le pilote en fonction pour cette première étape, tandis que le commandant de bord serait le pilote chargé de la surveillance. Ainsi, une fois toutes les préparations terminées, ils ont mis en route leur moteur et ont roulé vers le point d'attente pour la piste 15.
Le contrôleur aérien leur a alors attribué un code transpondeur et leur a donné l'instruction de monter via la procédure de départ standard AIRPA, 1 jusqu'à 29 000 pieds dans un premier temps, et jusqu'à ce moment-là, tout semblait parfaitement normal. Ainsi, à minuit 41, heure locale, la Tour de Lima a autorisé le vol Aéroperu 603 au décollage, ce qui correspondait également exactement à l'heure de décollage prévue dans leur plan de vol, ce qui a poussé le commandant de bord à s'exclamer « Ah, quelle précision !» Il a ensuite passé les commandes au copilote, qui a lentement avancé les manettes de poussée, faisant monter en régime les deux puissants moteurs Pratt & Whitney jusqu'à la poussée de décollage calculée, puis il a annoncé « puissance réglée ». Avec seulement 61 passagers à bord et du carburant pour un vol d'environ 3 heures et demie, le Boeing 757 était bien en dessous de sa masse maximale au décollage. Il a donc accéléré rapidement sur la piste, et après seulement 13 secondes, le commandant de bord a annoncé « V1 et rotation ». Le copilote a alors tiré sur son volant, faisant pivoter l'avion autour de son axe de tangage, ce qui a permis au grand 757 de quitter la piste. Tous les paramètres semblaient toujours parfaitement normaux. Alors le commandant de bord a rapidement annoncé V2 lorsque la vitesse de montée de sécurité au décollage a été atteinte. Et cela a ensuite été suivi par positif, indiquant que l'avion avait un taux de montée positif et qu'il était donc sûr de rentrer le train d'atterrissage. Maintenant, une fois le train d'atterrissage rentré et les trappes refermées, l'avion devient presque magiquement silencieux, à l'exception du grondement feutré des moteurs qui le propulsent en douceur vers le ciel. Donc, si je me mets à la place de ces deux pilotes un instant, je peux presque garantir qu'ils prenaient vraiment plaisir à ce décollage léger dans leur Boeing 757 moderne presque neuf jusqu'à ce moment-là. Mais ce sentiment a été brutalement interrompu lorsque, quelques secondes seulement après que le commandant de bord ait sélectionné la manette du train sur « Rentrée », le copilote a annoncé « Les altimètres sont bloqués ». Et cela a ensuite été suivi par un avertissement vocal synthétique fort qui annonçait « Wind shear, wind shear, wind shear ». Quelque chose qui, compte tenu des excellentes conditions météorologiques cette nuit-là, ne pouvait tout simplement pas être réel. Mais en même temps, ce n'était pas qu'un simple avertissement gênant. Vous voyez, le système d'alerte de cisaillement du vent utilise un algorithme complexe qui compare l'énergie cinétique de l'avion avec des paramètres aérodynamiques comme sa vitesse verticale et sa vitesse indiquée. Donc, si la vitesse indiquée venait à chuter soudainement, alors que le système de référence inertielle ne détectait pas de changement immédiat dans la trajectoire de vol, cela indiquerait un changement soudain de direction du vent, passant par exemple d'un vent de face à un fort vent arrière, ce qui pourrait instantanément priver l'avion d'une quantité significative de son énergie, menant possiblement à un décrochage irrécupérable. Ce qui, encore une fois, n'avait absolument aucun sens ici, puisque les vents étaient presque calmes. Mais le système avait détecté une chute anormale de la vitesse indiquée, donc du point de vue de son algorithme, il avait déclenché une alerte correctement. Le problème, cependant, était que la chute de vitesse n'était pas réelle, et, combiné aux altimètres gelés, tout cela indiquait désormais une corruption totale du système de capteurs aérodynamiques de l'avion. Alors, comment un décollage parfaitement normal a-t-il pu soudainement se transformer en une cacophonie de fausses alertes et de fausses indications? Eh bien, comme je l'ai mentionné plus tôt, l'avion avait été lavé alors qu'il était au sol à Lima, très probablement pour enlever les restes de la collision avec un oiseau dont j'ai parlé précédemment. Lorsqu'un avion est lavé, il est d'usage de couvrir les tubes de pitot et les prises statiques afin de les protéger des agents de nettoyage corrosifs. Et ces protections sont généralement rouges ou munies de fanions rouges afin qu'elles soient faciles à repérer et à retirer avant le vol. Mais si cela était vrai pour les tubes de pitot, Boeing n'avait pas fourni de protection spécifique pour les prises statiques du 757. Ainsi, à la place, le manuel de maintenance précisait que du papier résistant à l'humidité devait être collé dessus, sans aucune exigence que ce papier ait une couleur voyante. Cela signifiait qu'avant que l'avion ne soit lavé, un technicien de maintenance avait recouvert toutes les prises statiques avec des bandes de ruban adhésif qui étaient presque de la même couleur que l'aluminium poli qui les entourait. Et il avait ensuite oublié de les retirer. En soi, cela n'aurait pas forcément entraîné de graves conséquences, car après le lavage, une inspection aurait dû être effectuée par un autre technicien, suivie d'un contrôle par leur chef d'équipe et d'une validation par le chef de la maintenance en ligne. Mais, comme nous le voyons souvent dans le modèle du fromage suisse du Dr Reason, ce jour-là en particulier, les trous dans les tranches de fromage s'étaient parfaitement alignés. Ainsi, personne, pas même le commandant de bord lors de sa visite pré-vol, n'avait remarqué les bandes de ruban adhésif couleur métal bloquant toutes les prises statiques,
ce qui allait effectivement rendre aveugle le système anémobarométrique essentiel de l'avion. Aujourd'hui, les équipages s'entraînent fréquemment aux pannes du système anémobarométrique menant à des situations de vitesse indiquée non fiables, mais le blocage de toutes les prises statiques est toujours considéré comme le pire des scénarios, car il peut être très difficile à diagnostiquer. C'est parce que tous les indicateurs de vitesse et les altimètres pourraient afficher les mêmes informations erronées ou très similaires. Et une autre raison pour laquelle ce problème particulier est si frustrant, c'est qu'il est souvent totalement invisible au sol. Ainsi, pendant le décollage, toutes les indications semblent normales puisque la pression statique reste la même. Mais une fois que l'avion commence à monter, l'air à l'intérieur des conduites statiques reste piégé, ce qui fait que la valeur statique mesurée reste au niveau du sol. Et cela conduit alors les altimètres et les indicateurs de vitesse verticale à se figer immédiatement après le décollage, ce qui est exactement ce qui s'est produit à bord du vol Aéropéru 603. Lorsque le copilote a annoncé « Les altimètres sont bloqués ». « Tous !» a répondu le commandant de bord. « C'est vraiment nouveau. Maintien V2+10, V2+10, ce qui était une vitesse sûre pour leur montée initiale. » Mais quelques secondes plus tard, la dégradation de leur système anémobarométrique est allée encore plus loin, provoquant le problème suivant. Vous vous souvenez comment la pression de l'air entrant dans les tubes de pitot se compose de la partie dynamique, ou pression d'impact, et de la partie statique, la somme étant appelée pression totale? Eh bien, pour obtenir la partie dynamique, qui correspond à notre vitesse indiquée, il faut donc soustraire la partie statique. Et à mesure que l'avion monte, la pression statique extérieure diminue généralement, ce qui est détecté par les prises statiques. Cela signifie que la valeur à soustraire de la pression totale diminue à mesure que nous montons, maintenant une relation correcte entre la pression statique et la pression dynamique et nous donnant ainsi la vitesse indiquée correcte. Mais si un avion monte avec une poche d'air contenant la pression statique du sol piégée dans le système, cette partie devient de plus en plus surreprésentée dans l'équation, finissant par dominer la partie dynamique, ce qui entraîne une indication apparente de la vitesse qui diminue avec l'altitude et peut même descendre jusqu'à zéro. Cela est donc devenu le prochain problème, pas très évident, qui a également été confirmé par les communications enregistrées sur l'enregistreur phonique du poste de pilotage. Environ 10 secondes après son premier avertissement concernant la vitesse, le commandant de bord a répété « V2+10, V2+10 », alors que la vitesse apparente commençait déjà à diminuer. Et en réponse à cela, le copilote a alors baissé le nez de l'avion. Ce piqué soudain a été observé par le contrôleur aérien de la tour, qui a alors vu l'avion presque se mettre en palier avant qu'il ne reprenne finalement sa montée et disparaisse dans une couche de nuages stratus, qui ce jour-là s'étendait d'environ 900 à 3000 pieds. Le commandant de bord a réagi à l'abaissement du nez en demandant « Que se passe-t-il? Il ne monte pas. » À cela, le copilote a répondu « Je monte, mais la vitesse », essayant de faire comprendre au commandant de bord qu'il se trouvait dans une situation impossible, tentant de rattraper une vitesse indiquée qui diminuait constamment sans aucun succès apparent. À ce moment-là, le contrôleur aérien de la tour est également intervenu en disant « Aéropéru 603 119,7 ». Un appel standard leur conseillant de contacter le contrôleur départ, et à cela, le commandant de bord a simplement répondu « 603 » au lieu d'une répétition complète, et il n'a jamais non plus basculé sur la nouvelle fréquence. C'était probablement un premier signe de la charge mentale que les pilotes devaient commencer à ressentir à peine une minute après le début du vol. Et en fait, c'était déjà le deuxième appel les informant de ce changement de fréquence demandé. Ils avaient manqué le premier, car il était arrivé au moment même où ils se sont rendus compte que leurs altimètres étaient bloqués. Peu de temps après cela, le commandant de bord a dû soupçonner que les indications de vitesse verticale et d'altitude dans le cockpit n'étaient pas fiables, car il a alors dit au copilote de maintenir une assiette de 10 degrés nez relevé. Il a ainsi établi l'horizon artificiel comme référence principale pour contrôler l'avion indépendamment du système de données anémométrique. C'était une excellente idée, car piloter en utilisant l'assiette et la puissance est exactement ce qu'il faut faire au départ pour gérer ce problème, et cela aurait probablement sauvé la situation s'il l'avait appliqué de façon cohérente. Mais cette réflexion a malheureusement été interrompue quelques secondes plus tard par le copilote, qui a alors attiré l'attention du commandant de bord sur un message d'avertissement affiché sur les casques du Boeing 757, c'est-à-dire le système d'indication moteur et d'alerte équipage. Il indiquait Rudder Ratio et a été suivi environ 30 secondes plus tard par un autre message indiquant Mach Speed Trim.
Maintenant, pour ceux d'entre vous qui ont regardé ma vidéo sur l'accident du vol Birgener 301 près de Puerto Plata le 6 février 1996, environ 8 mois avant ce vol, ces deux messages d'avertissement pourraient vous sembler familiers. Et c'est parce que, dans ce cas-là aussi, ils ont joué un rôle important et étaient également liés à des données anémométriques non fiables. Vous voyez, le système de limitation du débattement de la gouverne de direction réduit le débattement maximal disponible de la gouverne de direction en fonction de l'augmentation de la vitesse. Et la raison à cela est qu'à grande vitesse, une forte action sur les pédales de gouverne de direction peut générer d'énormes charges aérodynamiques latérales sur le stabilisateur vertical suffisamment importantes pour surmener ou même endommager la dérive. Le système de compensation en Mach est une fonction automatique de compensation du stabilisateur et son rôle est de contrer ce que l'on appelle le Mach tuck, un phénomène aérodynamique qui se produit lorsque l'avion à aile en flèche accélère vers un nombre de Mach plus élevé, c'est-à-dire un pourcentage plus élevé de la vitesse du son. Lorsque cela se produit, le centre de portance de l'aile se déplace légèrement vers l'arrière, ce qui provoque une tendance à piquer du nez ou à s'enfoncer, donc ce système compense automatiquement pour s'y opposer. Maintenant, bien que ces deux systèmes fonctionnent dans des régimes de vol très différents, ils nécessitent tous les deux une mesure fiable de la vitesse indiquée pour fonctionner correctement. Ainsi, lorsque la vitesse indiquée du commandant de bord et du copilote différait de plus de 10 nœuds pendant 5 secondes, ce qui s'est produit dans ce cas puisque l'obstruction de la prise statique était légèrement inégale, une anomalie a été détectée, déclenchant ces alertes rudder ratio et Mach speed trim. Comme je l'ai dit, cela était également arrivé au vol Birgener 301 et il est important de comprendre que ces deux alertes n'apparaîtraient normalement pas ensemble, à moins que le système de données anémométriques ne soit corrompu. Lorsque le NTSB a enquêté sur l'accident du vol Birgener 301, il a recommandé d'inclure cette information dans le manuel d'exploitation afin d'aider les pilotes à reconnaître une situation de vitesse indiquée non fiable. Mais le rapport final sur le vol Birgener 301 n'a été publié qu'environ 3 semaines après que ce vol ait eu lieu. Cela signifiait donc qu'au lieu d'aider les pilotes en confirmant que les données anémométriques étaient non fiables et donc d'encourager le commandant de bord à poursuivre son idée de contrôler l'avion en utilisant l'assiette et la poussée, ces avertissements faisaient désormais quelque chose de complètement différent. Les deux pilotes se sont alors accrochés à chacun de ces messages individuellement dans l'espoir que cela les aiderait à identifier ce qui n'allait pas avec leur avion. Et cela les a empêchés de comprendre ce que signifiait réellement leur apparition presque simultanée. Ainsi, l'idée de maintenir une assiette à 10 degrés, cabrée, a rapidement été abandonnée et le copilote s'est de nouveau mis à courir après la vitesse, ce qui a entraîné une nouvelle baisse du nez de l'avion. Et en réponse à cela, le commandant de bord a rapidement dit « Monte, tu descends », ce à quoi le copilote a simplement répondu « Je suis cabré, mais la vitesse ». « Ouais, mais c'est bloqué », répondit le commandant de bord, revenant à la bonne logique jusqu'à ce que les avertissements de l'ECAS le détournent à nouveau. Il les a maintenant lus à voix haute. Compensation Mach, limite de gouverne de direction. Temporairement interrompu par un appel à son copilote pour encore une fois « monte, monte, monte ». À 0h43 minutes et 45 secondes, soit seulement environ 2 minutes après le décollage, probablement alors qu'ils étaient encore dans les nuages. L'avion s'est retrouvé à une altitude d'environ 2 à 3 000 pieds au-dessus du sol, ce qui n'est ici qu'une estimation puisque les altimètres étaient figés. Le commandant de bord a alors conseillé au copilote de commencer un virage à droite, en direction de l'océan Pacifique, ce qui était encore une excellente idée, puisque, en théorie du moins, il n'y aurait aucun risque de collision avec un relief en s'éloignant vers la mer. À ce moment-là, le copilote a décidé d'essayer d'enclencher le pilote automatique, mais le commandant de bord s'y est opposé en disant « Je ne crois pas, laisse-moi voir ». Mais le copilote est vite revenu en disant « Aucune commande », ce qui signifiait qu'il avait probablement essayé de l'enclencher malgré tout, mais que cela n'avait pas fonctionné. Et il a ensuite ajouté « La vitesse est meilleure maintenant ». Mais quoi qu'il ait voulu dire par là, ce sentiment n'a pas duré très longtemps, car seulement environ 3 minutes plus tard, il a ajouté « Vitesse nulle, toutes les vitesses ». Pendant que tout cela se passait, les deux pilotes essayaient toujours de comprendre les alertes rudder ratio et Mach trim jusqu'à ce que le commandant de bord suggère à nouveau « La vitesse, passons aux instruments de base ». Tout est parti en vrille. Mais au lieu de relever cela et d'essayer de déterminer ce qui fonctionnait ou non, le copilote, de sa propre initiative, a soudainement appelé la tour de Lima, alors qu'en tant que pilote en fonction, ce n'était pas vraiment son rôle. Il a alors déclaré une situation d'urgence à laquelle le contrôleur aérien de la tour a répondu « Reçu, quelle est votre altitude ?» À quoi le copilote a poursuivi « Nous n'avons pas, nous avons jusqu'à 1000 pieds, environ 1700 pieds. »
La tour de Lima leur a alors de nouveau demandé de contacter le contrôle départ sur 119,7, mais les pilotes ne l'ont toujours pas fait pendant encore 40 secondes environ. Quoi qu'il en soit, durant les minutes qui ont suivi, les pilotes ont continué à s'inquiéter au sujet des avertissements concernant le rapport de gouverne de direction et la compensation MAC, ajoutant qu'un avertissement concernant l'automanette venait également d'apparaître, indiquant que le système d'automanette ne fonctionnait plus non plus. Ce qui est assez logique compte tenu des données air erronées. À ce moment-là, le commandant de bord a officiellement pris les commandes de l'avion et a poursuivi la montée, tandis que le copilote a finalement contacté le contrôle de départ de Lima sur la fréquence 119,7. Cependant, lorsque le nouveau contrôleur aérien a répondu, les pilotes ne lui ont pas répondu. À la place, ils discutaient maintenant pour savoir si le pilote automatique était engagé, le commandant de bord pensant que c'était le cas, et le copilote n'était pas d'accord. Cette dispute a ensuite été répétée plusieurs fois pendant le vol, et bien que le rapport final ne fournisse aucune information sur le fonctionnement ou non du pilote automatique, il ne l'était probablement pas, et il n'aurait de toute façon pas été judicieux de l'utiliser compte tenu du problème auquel ils étaient confrontés. À ce moment-là, encore une fois, sans consulter le commandant de bord, le copilote a demandé au contrôleur aérien des vecteurs radar pour une approche ILS vers la piste 15, alors que le commandant de bord s'y opposait. Pas encore, stabilisons-nous d'abord. Mais le copilote l'a simplement ignoré et n'a pas modifié ses demandes, ce qui a conduit le contrôleur aérien à leur attribuer un cap radar nord-ouest de 330 degrés. Et cela visait probablement à les amener sur une route parallèle à la côte, à environ 30 miles nautiques à l'ouest de Lima. Et le contrôleur aérien leur a alors demandé de maintenir leur altitude, ce à quoi le commandant de bord a simplement répondu « Altitude ? Nous ne pouvons pas, nous montons. » À ce moment-là, le copilote a de nouveau ignoré son commandant de bord et a demandé lui-même au contrôleur aérien « Quel niveau avons-nous ? 4000 pieds ?» Voyons si vous nous le confirmez. Et à cela, le contrôleur aérien a répondu « C'est exact, vous maintenez 4000. » Totalement inconscient du fait qu'en confirmant cette altitude, lui et le copilote venaient de se tendre un piège mental mortel qui aurait d'énormes conséquences. Vous voyez, l'information d'altitude qui était affichée sur l'écran radar du contrôleur aérien était en réalité aussi erronée que toutes les autres indications dérivées des données aériennes issues du cockpit même de l'avion. Et cela parce que cette information d'altitude provenait de l'altimètre du commandant de bord et était ensuite transmise au contrôle aérien via le transpondeur de l'avion. Maintenant, n'importe laquelle des personnes impliquées ici aurait pu s'en rendre compte, mais la communication chaotique dans le cockpit et le manque de formation au scénario de données aériennes non fiables ont fait que cela a tout simplement été négligé. Et à la place, l'information transmise par le contrôleur aérien est devenue une sorte de constante rassurante que les pilotes pouvaient utiliser pour confirmer leur propre vision erronée de la situation. Et pour aggraver encore les choses, un autre élément imprévisible a également été introduit. Le ruban adhésif recouvrant les prises statiques n'était pas complètement étanche, et à mesure que la pression statique extérieure diminuait pendant la montée, une petite quantité d'air du système piégé a commencé à s'échapper lentement. Cela signifiait que les altimètres semblaient bientôt recommencer à fonctionner, indiquant une altitude de 4000 pieds. Mais comme la fuite ne permettait à la pression piégée de s'échapper que lentement, l'indication d'altitude restait incorrecte, accusant un retard et affichant une altitude inférieure à celle qu'ils avaient réellement. Et malgré cela, les indicateurs de vitesse indiquaient au départ une valeur figée. Et nous le savons parce que le copilote a rapidement déclaré « La vitesse est nulle, toutes les vitesses », alors que le vol continuait de monter en suivant un cap sud-ouest au lieu de tourner vers le nord-ouest comme conseillé par le contrôleur aérien. Cela indiquait probablement encore une fois la charge de travail élevée qui régnait désormais dans le cockpit, où les alertes Rudder Ratio et Mach Trim continuaient d'épuiser la capacité mentale du pilote. Lorsque l'altitude apparente de l'appareil a atteint 9200 pieds, le contrôleur aérien l'a confirmé au pilote, continuant ainsi à jouer son rôle dans cette chaîne mortelle de malentendus. À 10 000 pieds, le commandant de bord avait alors l'intention de stabiliser l'appareil et le contrôleur aérien informa maintenant les pilotes qu'ils se trouvaient à 30 miles nautiques à l'ouest de Lima et il leur demanda s'ils souhaitaient toujours poursuivre vers l'alignement de piste pour l'approche ILS de la piste 15. À nouveau, avant de consulter le commandant de bord, le copilote a simplement répondu « C'est exact ». Mais le commandant de bord protesta, disant « Pas encore, réglons d'abord le problème », ce à quoi le copilote ne répondit tout simplement pas.
Il m'est très difficile de deviner ce qui se passait ici, sur le plan de la gestion des ressources de l'équipage entre ces deux pilotes. Mais il est possible que le copilote ait simplement voulu faire atterrir l'avion le plus rapidement possible, et que le commandant de bord a simplement choisi le moment où il devait affirmer son autorité, car il n'aurait évidemment pas commencé une approche sans son accord. Et il est également possible que la charge de travail et la peur en elle-même aient joué un rôle dans la façon dont le copilote a agi ici. Dans tous les cas, le contrôleur aérien leur a ensuite donné un nouveau cap radar de 350 degrés presque plein nord afin de réduire la distance jusqu'à l'alignement de piste qui se trouvait à ce moment-là encore à plus de 30 miles nautiques au nord-est. Et après une nouvelle discussion pour savoir si le pilote automatique était engagé ou non, ce qui n'était pas le cas, le commandant de bord a finalement stabilisé l'avion à une altitude de 12 000 pieds comme l'indiquaient ses altimètres. Maintenant, nous ne pouvons jamais être complètement sûrs de l'altitude réelle qu'ils avaient à ce moment-là, mais étant donné le retard dans la lecture de la pression statique, il semble plausible qu'ils étaient en réalité un peu plus hauts que cela. Il s'était maintenant écoulé environ 8 minutes depuis le décollage, et la fuite du ruban adhésif devait, à ce stade, commencer également à affecter les indicateurs de vitesse, car le commandant de bord a soudainement déclaré « D'accord, maintenant la vitesse s'affiche ». Et cela a poussé le copilote à informer le contrôleur aérien « Nous récupérons maintenant de la vitesse et demandons à maintenir 12 000 pieds ». À ce moment-là, le commandant de bord s'était également rendu compte que les volets étaient toujours en position de décollage, alors il a demandé au copilote de les rentrer, tout en prenant enfin un cap nord-ouest comme conseillé par le contrôleur. Les choses commençaient donc à sembler plus organisées. Les indicateurs de vitesse indiquaient une vitesse de 220 nœuds et le commandant de bord s'est de nouveau affairé à essayer d'activer le pilote automatique et l'automanette. Et avec la discussion qui a suivi à ce sujet, car cela n'a probablement pas fonctionné, cela a occupé les pilotes pendant la minute et demie suivante jusqu'à ce que le contrôleur aérien les interrompe pour leur fournir plus d'informations sur leur vitesse. Mais bien sûr, la vitesse qu'il avait n'était pas la vitesse indiquée de l'avion par rapport à la masse d'air environnante. Au lieu de cela, il s'agissait de leur vitesse sol, résultant d'un calcul temps-distance effectué par l'équipement radar. Le contrôleur aérien a indiqué que leur vitesse sol semblait être de 310 nœuds, ce qui, compte tenu de l'altitude à laquelle ils se trouvaient, n'était pas totalement invraisemblable. Et à cela, le copilote a simplement répondu « Reçu, nous sommes à 12 000 pieds, nous maintenons la vitesse ». La minute suivante a de nouveau été consacrée à essayer de résoudre ces agaçantes alertes EICAS, le copilote se référant au manuel d'exploitation, tandis que le commandant de bord lui disait de tout lire. Le copilote a commencé par énumérer à nouveau les désormais familières alertes Rudder Ratio, Max Speed, Trim et Autopilot Auto-Throttle, lisant le manuel de manière assez désorganisée alors qu'il essayait de s'y retrouver dans la table des matières, mais sans toutefois trouver d'informations qui pourraient les aider à résoudre ce problème. Maintenant, avant de poursuivre cette histoire, qui va prendre un tournant encore plus dramatique dans quelques instants, je dois vous donner quelques informations supplémentaires pour vous aider à comprendre les actions et le raisonnement de ces deux pilotes alors qu'ils tentaient de contrôler un avion dont les instruments semblaient soudain atteints de démence. Et pour cela, il faut comprendre à quel point piloter un avion est différent, par exemple, de conduire une voiture. Dans une voiture, vous pouvez à peu près estimer votre vitesse en observant à quelle vitesse le paysage défile autour de vous, mais cela est totalement impossible dans un avion. D'une part, la plupart du temps, le sol est tout simplement trop éloigné pour servir de référence utile, mais même si vous voliez extrêmement bas, il serait impossible de déterminer votre vitesse avec une réelle précision. En plus de cela, comme je l'ai déjà mentionné, la vitesse par rapport au sol n'est en réalité pas si pertinente. Par exemple, avec un vent de face de 100 nœuds, ce qui arrive parfois, vous pourriez rester complètement immobile par rapport au sol dans un avion léger, alors que votre vitesse par rapport à l'air ambiant serait toujours de 100 nœuds, ce qui vous permet de rester en vol. Et si vous faisiez demi-tour, vous avanceriez à 200 nœuds par rapport au sol, alors que votre vitesse indiquée resterait à seulement 100 nœuds. Donc, si votre vitesse de décrochage, c'est-à-dire le moment où les ailes cessent de produire de la portance, était de 80 nœuds, vous pourriez en fait tomber du ciel, alors que votre vitesse sol indiquerait encore un peu moins de 180 nœuds.
C'est précisément pour cette raison que l'indicateur de vitesse est un instrument vital dans tout cockpit, que ce soit un Boeing 747 ou un Piper Cub. Ce même principe s'applique également à l'altitude et à la vitesse verticale. Il n'est pas vraiment possible d'estimer votre altitude ou votre taux de montée ou de descente à moins d'être très proche du sol. Et même dans ce cas, il faut un entraînement considérable pour toucher précisément le point d'atterrissage avec un gros avion lors de l'approche d'une piste sans les instruments ou aides visuelles extérieures. En fait, même en conditions de vol à vue, les pilotes dépendent de leurs instruments dans une certaine mesure. Et dans les opérations des gros avions de ligne, ces indications sont absolument cruciales. Plus un pilote est expérimenté, plus il s'habitue à interpréter l'assiette, l'altitude, la vitesse et la vitesse verticale à partir de son balayage des instruments où toutes ces informations sont présentées. Et pour illustrer à quel point cela va loin, imaginez un simulateur de vol complet à la pointe de la technologie, équipé d'un système de mouvement à 6 axes qui reproduit fidèlement les mouvements de l'avion. Personnellement, je me souviens m'être posé la question plus d'une fois lorsque j'instruisais dans le simulateur « Est-ce que le mouvement est activé ou ai-je oublié de l'enclencher ?» Désormais, ce lien subconscient entre l'indication et la sensation devient si fort qu'il faut une concentration énorme pour le surpasser consciemment. Et vous pouviez le voir ici lorsque le commandant de bord a demandé au copilote de maintenir une assiette de 10 degrés à cabrer après le décollage, il était au début presque incapable de s'exécuter. Et ce n'était pas parce qu'il était un mauvais pilote, mais probablement parce que l'indication erronée de la vitesse indiquée envoyait un message subconscient impératif selon lequel il fallait maintenant baisser le nez, peu importe les instructions du commandant de bord. Il n'existe essentiellement que 2 solutions à cela, et la première est facile à dire mais difficile à appliquer sans un entraînement approfondi. Cela consiste à contrôler l'avion en utilisant des références autres que celles habituellement utilisées. Dans ce cas, cela aurait, comme je l'ai déjà mentionné, signifié se concentrer sur des paramètres comme l'assiette et la poussée et ignorer essentiellement toutes les autres indications des instruments de vol qui donnaient des données erronées. Le deuxième remède est en réalité un prérequis pour le premier. Cela nécessite un état d'esprit où les pilotes comprennent que ce scénario cauchemardesque exige une approche structurée du travail en équipe et un soutien mutuel. Et cela aurait nécessité une hiérarchie claire dans le cockpit, avec le commandant de bord faisant du pilotage de l'avion la priorité absolue et écartant toute distraction possible jusqu'à ce que le contrôle de base soit retrouvé et maintenu. Cela aurait également impliqué d'établir comme un fait que les instruments anémobarométriques étaient défaillants dès le départ et que, pour survivre, ils devraient coopérer étroitement en s'entraidant pour se libérer de leur dépendance à ces instruments. Maintenant, ces 2 pilotes ont finalement essayé de gérer tous ces problèmes, mais pas de manière organisée. Au lieu de cela, ils les ont abordés de façon aléatoire et désordonnée, et n'ont pas continué à les traiter après les interruptions. Et pendant tout le vol, ils ne se sont jamais vraiment mis d'accord sur une stratégie viable. Et comme ils ne se sont jamais vraiment engagés à ignorer les instruments anémobarométriques, ils n'ont pas non plus réalisé qu'il y avait en réalité des informations fiables à leur disposition. Le système de référence inertiel du Boeing 757 se compose de gyroscopes laser et d'accéléromètres qui calculent directement la vitesse sol, indépendamment du système pitot-statique. Comme je l'ai dit plus tôt, la vitesse sol n'est peut-être pas un paramètre principal car elle n'indique pas la vitesse par rapport à l'air, mais c'est toujours mieux que rien et elle peut servir de substitut à la vitesse réelle, surtout si vous connaissez approximativement la direction et la vitesse du vent. Ainsi, réaliser que leur vitesse sol était affichée directement dans le cockpit, plutôt que de devoir la demander au contrôleur radar, aurait probablement été une information extrêmement précieuse. En plus de cela, des informations fiables sur leur hauteur au-dessus du sol étaient également disponibles grâce à leur radioaltimètre qui envoie des ondes radar vers toute surface située sous l'avion et mesure ensuite le temps qu'elles mettent à revenir. Le radioaltimètre n'affiche normalement aucune indication au-dessus de 2500 pieds, mais dans ce cas, il aurait tout de même fourni des informations précieuses à mesure qu'ils se rapprochèrent du sol s'ils avaient pensé à l'utiliser. Mais le fait le plus important que ces pilotes n'ont pas compris, c'est qu'il n'y avait en réalité aucune pression temporelle dans cette situation. À part les indications qui dépendèrent de la pression statique, l'avion était parfaitement intact. Il y avait largement assez de carburant à bord, c'était une nuit calme, avec une météo plutôt bonne et peu ou pas de trafic aérien. Et le contrôleur aérien leur fournissait un service radar pour les informer de leur position.
Cela signifiait donc qu'il y avait suffisamment de temps et d'espace aérien pour déterminer quelles indications étaient fiables et pour expérimenter des méthodes de contrôle de l'avion en utilisant uniquement l'assiette et la poussée comme référence. Et en fait, il aurait été possible de mettre au point une méthode de pilotage étonnamment précise basée uniquement sur ces deux paramètres. Mais tout ce que je viens de vous dire maintenant est extrêmement facile à déduire avec le recul. Donc, même s'il est très frustrant de voir comment ces deux pilotes ont réagi, compte tenu de leur manque de formation, c'est en réalité tout à fait compréhensible. Et il en va de même pour leur fixation sur leur message EICAS. Une autre chose que je n'ai pas encore mentionnée est ce qu'on appelle la surprise et l'effet de sursaut. Essayez de vous rappeler comment vous avez réagi la première fois que quelqu'un a surgi de derrière un arbre pour vous effrayer. C'est ça, le sursaut. Et la suite de cela, si vous êtes confronté à une menace que vous ne comprenez pas vraiment, c'est la surprise, deux réactions qui ne sont pas idéales lorsqu'il s'agit de garder la tête froide, de raisonner lucidement et d'agir. Des études ont montré que ces réactions s'aggravent en fait lorsqu'elles surviennent la nuit ou dans toute situation sans repères visuels extérieurs. Et ces réactions elles-mêmes sont des vestiges de l'évolution, datant de l'époque où nos ancêtres devaient se préoccuper de choses comme les tigres à dents de sabre et où la réaction de lutte ou de fuite était essentielle. Mais aujourd'hui, ces mêmes réactions produisent principalement des effets secondaires inutiles, comme la libération d'adrénaline dans le sang, ce qui entraîne une augmentation du rythme cardiaque et de la pression artérielle. Mais le pire, c'est que cela peut entraîner une altération des capacités cognitives. Maintenant, ces effets disparaissent assez rapidement s'il y a suffisamment d'informations disponibles pour identifier la menace perçue comme inoffensive. Mais, dans le cas de ces deux pilotes, ce n'était clairement pas le cas, puisque la menace persistait et que la situation restait floue et ambiguë. Le stress physiologique et psychologique causé dans ces situations peut dégrader de façon drastique des compétences clés comme la conscience de la situation et la gestion de l'information, ce qui est exactement ce que l'on peut observer ici. Et en plus de cela, il est aussi très important que nous examinions ces réactions dans le contexte de l'époque à laquelle ce vol a eu lieu. Cela s'est produit il y a plus de 30 ans et les procédures détaillées en cas de vitesse non fiable que nous, pilotes, utilisons aujourd'hui n'ont été développées qu'après, et en grande partie à cause d'événements comme celui-ci. Tout cela signifie que ces pilotes n'avaient tout simplement pas reçu une formation suffisante sur les procédures ou les facteurs humains pour gérer correctement ce qui leur arrivait. Donc, avec cela en tête, retournons maintenant dans le cockpit et voyons ce qui s'est finalement passé. À ce moment-là, le commandant de bord pilotait l'avion, pensant qu'il se trouvait à une altitude de 12 000 pieds. Et à minuit 51 et 58 secondes, environ 10 minutes après le début des problèmes, le commandant de bord s'est soudainement exclamé « Eh merde, on descend maintenant !» Il n'est pas tout à fait clair ce qui a déclenché cette descente. Il est plausible qu'elle ait déjà commencé avant l'exclamation du commandant de bord. Mais cela signifiait maintenant que le ruban adhésif, qui avait laissé passer de l'air pendant la montée, commençait progressivement à refermer cette fuite en raison de la pression extérieure croissante à mesure que la descente se poursuivait. Mais cette fois, cela a eu une conséquence bien plus grave. Vous voyez, alors que cet avion descendait maintenant, la pression piégée à l'intérieur du système restait cette fois effectivement égale à celle qu'elle avait été à une altitude plus élevée, ce qui entraînait à nouveau une indication d'altitude erronée, mais cette fois, elle indiquerait une altitude trop élevée. Et cela explique aussi pourquoi la descente initiale n'a probablement pas été remarquée par les pilotes. De plus, à mesure que le joint de la fuite se resserrait progressivement avec l'augmentation de la pression ambiante, le décalage dans l'indication d'altitude augmentait, finissant par bloquer complètement les altimètres à nouveau, mais cette fois à une valeur d'altitude plus élevée et non au niveau du sol comme cela avait été le cas auparavant. L'indication de la vitesse était également affectée de manière similaire, ce qui signifie qu'elle commençait désormais à indiquer une valeur plus élevée à mesure que l'avion descendait. Comme je l'ai dit précédemment, ce type de panne peut être extrêmement complexe et insidieux. Quoi qu'il en soit, le résultat de tout cela fut que les pilotes ont rapidement cru qu'ils volaient à peu près à l'horizontale, alors qu'en réalité, ils étaient encore en descente, et leur vitesse indiquée affichait des valeurs de plus en plus élevées à mesure qu'ils descendaient, ce qui a poussé le commandant de bord à s'exclamer bientôt « Ce n'est pas possible. Hey, la vitesse, regarde, la puissance qu'on a, ce n'est juste pas possible. »
Il avait encore raison, ce n'était pas possible. Mais encore une fois, ces pilotes n'avaient tout simplement pas les connaissances nécessaires pour comprendre ce qui se passait. Pendant les 30 secondes suivantes, ils ont encore essayé de dépanner le système anémobarométrique en basculant les instruments anémobarométriques du commandant de bord vers la source alternative du système anémobarométrique de secours. Mais comme ces prises statiques étaient également recouvertes par le même ruban adhésif, cela n'a rien amélioré. Lorsque le commandant de bord s'en est rendu compte, il a répété la pensée salvatrice qu'il avait déjà exprimée auparavant. Instruments de base. Passons aux instruments de base. Et pour la première fois, le copilote a finalement accepté, répétant « instruments de base ». À cela, le commandant de bord a répondu avec une nouvelle remarque qui, encore une fois, aurait pu sauver la situation. Les données anémobarométriques sont perdues, ici. Donc, encore une fois, s'ils avaient simplement approfondi cette remarque selon laquelle les données anémobarométriques n'étaient plus disponibles, en analysant méthodiquement sur quelles indications ils pouvaient encore se fier, eh bien, ils auraient pu se rendre compte qu'ils disposaient toujours d'une indication de vitesse sol fonctionnelle et d'un radioaltimètre, et que l'avion pouvait être contrôlé en toute sécurité en utilisant des réglages fixes d'assiette et de puissance. Mais au lieu de faire cela méthodiquement, le copilote s'est maintenant occupé à insérer l'approche ILS prévue dans l'ordinateur de gestion de vol pendant que le commandant de bord essayait une fois de plus de récupérer les indications, mais évidemment sans succès. Le copilote semblait complètement obsédé par son idée de retourner à Lima aussi vite que possible, en utilisant la sécurité perçue d'une approche ILS avec ses informations fiables de localiser au sol et de pente de descente pour descendre. C'est cohérent avec les symptômes des troubles cognitifs connus sous le nom de fixation sur la cible et de vision en tunnel, où une solution ou un instrument spécifique reçoit soudainement toute l'attention au détriment d'autres sources et idées. Il était maintenant 0054 et 58 secondes et le contrôleur aérien les informa qu'il se trouvait à 37 miles nautiques à l'ouest-sud-ouest de l'aéroport et, en entendant cela, le copilote répondit par une demande. Il faudrait nous aider pour les altitudes et la vitesse si possible. Ce qui les exposait à nouveau aux informations d'altitude trompeuses fournies par l'écran du contrôleur, qui étaient en réalité transmises par leurs propres instruments défectueux. Le commandant de bord déclara alors qu'il voulait descendre à 10 000 pieds, mais le décalage dans l'indication d'altitude donnait l'impression qu'il ne descendait pas du tout, tandis que leur indication de vitesse continuait d'augmenter. Cela poussa le copilote à demander à nouveau des informations de vitesse au contrôleur aérien qui indiqua une vitesse sol de 320 nœuds. À cela, le copilote répondit que, même s'ils avaient ramené les moteurs à la poussée de ralenti, la vitesse indiquée continuait d'augmenter, ce qui était évidemment physiquement impossible, mais encore une fois, c'est facile à dire depuis le confort de mon fauteuil. Pendant les minutes suivantes, les pilotes tentèrent de réduire leur vitesse apparente, le copilote conseillant au commandant de bord de déployer les aérofreins, ce qu'il fit à contre-cœur. Mais au lieu de réduire la vitesse indiquée, cela n'a fait qu'augmenter le taux de descente, ce qui a à son tour augmenté encore plus la vitesse indiquée. Environ 4 minutes après cette dernière communication, à 0h58 minutes et 37 secondes, le contrôle aérien a indiqué que la position de l'appareil était à 31 miles nautiques à l'ouest de l'aéroport et les a informés d'une vitesse sol de 280 nœuds, tandis que l'indication dans le cockpit affichait maintenant 350 nœuds. Et à cause de cela, environ 30 secondes plus tard, une alarme de survitesse à 2 tons retentit bruyamment dans le cockpit et elle continuerait de retentir jusqu'à la fin de l'enregistrement. Il a été largement prouvé qu'une alarme forte et répétitive, qui ne peut pas être coupée, a un effet extrêmement néfaste sur les performances cognitives. Et malheureusement, à cette époque, dans le Boeing 757, il n'y avait pas vraiment de moyen de couper rapidement cette alarme. La seule façon de le faire était que les pilotes localisent et tirent sur le disjoncteur associé sur le panneau supérieur, mais ils n'avaient pas la capacité de le faire. Et pour aggraver les choses, la vitesse réelle avait maintenant tellement diminué, accompagnée d'une augmentation de l'angle d'attaque, que l'alarme de décrochage s'est également déclenchée avec un bruit de cliquetis du vibreur de manche, transformant le cockpit en véritable chaos. Cela signifiait qu'il y avait désormais 2 alarmes contradictoires qui se disputaient l'attention du pilote, survitesse et décrochage. Tout cela alors que l'indication de vitesse augmentait encore, tandis que les altimètres affirmaient obstinément que l'avion se trouvait quelque part près de 10 000 pieds. Le commandant de bord a miraculeusement réussi à éviter le décrochage imminent, qui était d'ailleurs correctement indiqué, malgré le fait qu'il soutenait que l'alarme de décrochage était fictive. Mais le copilote a eu une autre idée. Il a alors demandé au contrôleur aérien d'envoyer un autre avion pour voler en formation avec eux et les guider dans leur descente.
Encore une fois, cette idée n'avait pas été coordonnée avec le commandant de bord qui a protesté immédiatement. Eh bien, le contrôleur aérien les a informés qu'un Boeing 707 pourrait bientôt être prêt à décoller. Maintenant, je comprends que cela puisse sembler être une excellente solution, mais il faut se rappeler que pour des pilotes non entraînés, voler en formation avec un autre avion de ligne sans indication de vitesse fonctionnelle serait très risqué pour les deux avions. Sans parler du fait qu'il y avait toujours une couche nuageuse dans la zone, ce qui rendrait cela pratiquement impossible. Alors, à la place, les pilotes ont passé les minutes suivantes à débattre inutilement de l'alarme de décrochage, le commandant de bord insistant sur le fait qu'elle était erronée comme tout le reste, tandis qu'en même temps, le copilote essayait désespérément de trouver un moyen de faire taire l'alarme de survitesse. Cela a ensuite été suivi par un nouvel échange avec le contrôleur aérien qui leur a indiqué une vitesse sol de 220 nœuds et une altitude apparente de 10 000 pieds, et trompés par cela, les pilotes ont continué à suivre leur schéma mental, qui leur faisait croire qu'ils volaient plus ou moins à l'horizontale. Quelque part autour de 10 000 pieds, avec un avion qui parvenait d'une manière ou d'une autre à maintenir son altitude et à augmenter sa vitesse alors même qu'ils avaient réduit la poussée au ralenti. Le copilote a même contacté le contrôleur aérien à ce moment-là et a signalé que « nous avons réduit la puissance des moteurs et apparemment l'avion ne ralentit pas ». Entre-temps, l'augmentation de la pression atmosphérique extérieure à l'altitude plus basse à laquelle il se trouvait maintenant avait complètement scellé la fuite autour du ruban adhésif. Ce qui signifie que les altimètres sont restés bloqués à environ 9500 pieds pour le reste du vol. Et immédiatement après cela, à 1h02:44, une autre alerte est venue s'ajouter au chaos dans le cockpit. Et comme si l'alarme de décrochage n'avait pas suffi, l'alerte vocale qui a retenti à ce moment-là aurait dû déclencher une réaction immédiate de la part des pilotes, mais ce ne fut pas le cas. Comme certains d'entre vous l'auront deviné, je parle d'une alerte provenant du système d'alerte de proximité du sol qui est déclenché par un algorithme alimenté par le radioaltimètre. Et il était donc totalement indépendant des données aériennes, et donc bel et bien réel. Mais, de façon incroyable, ces deux grandes alertes allaient maintenant être autorisées à retentir dans le cockpit pendant 45 secondes entières, et au lieu de réagir en poussant les manettes de poussée à fond et en effectuant une manœuvre de cabrage agressive, le commandant de bord a simplement demandé « Que se passe-t-il ? Trop bas, terrain. » À cela, le copilote a répondu « Trop bas, terrain », se contentant de répéter les mots de l'alerte sans proposer aucune solution. Encore une fois, cela peut sembler incroyable, mais je le comprends aussi d'une certaine manière. Lorsque vous êtes submergé par plusieurs alertes sérieuses, il aurait probablement été difficile de discerner laquelle, si tant est qu'il y en ait une, était réellement valable. Et si vous combinez cela avec une indication d'altitude de 10 000 pieds au-dessus de l'océan, affichée à la fois sur vos instruments et confirmée par le contrôleur aérien, vous pouvez probablement comprendre ce que je veux dire. C'est pourquoi une connaissance précise des systèmes est si importante. Le commandant de bord a alors amorcé un virage à gauche car l'alerte de proximité du relief avait peut-être brouillé sa représentation mentale de la situation, ce qui l'a amené à croire qu'il survolait en réalité un relief quelconque au lieu de l'océan. Le copilote a alors contacté le contrôleur aérien pour l'informer de l'alerte de proximité du relief, ce à quoi le contrôleur a répondu que son radar les montrait toujours à 10 000 pieds au-dessus de l'océan, en train de virer à gauche. « Nous avons une alarme de proximité du relief et nous sommes censés être à 10 000 pieds, répondit le copilote, semblant commencer à douter des informations pour la première fois. Mais avant que le contrôleur aérien ne puisse répondre à cela, une alerte de cisaillement du vent s'est également déclenchée dans le cockpit. Dans le Boeing 757, cette alerte particulière est désactivée au-dessus de 1500 pieds d'altitude radar. Mais elle avait maintenant été réactivée par l'altimètre radar, puisque les pilotes étaient descendus en dessous de 1500 pieds sans s'en rendre compte. Et c'était également quelque chose que l'alerte de proximité du relief précédente indiquait, et cela aurait été affiché sur leur altimètre radar. Maintenant, l'alerte de cisaillement du vent avait de nouveau été déclenchée par les données anémobarométriques erronées, tout comme cela avait été le cas juste après le décollage. Mais cela donnait tout de même un indice supplémentaire sur leur situation réelle. Mais cet indice a malheureusement été rapidement suivi par une information apparemment rassurante du contrôleur radar, qui a de nouveau indiqué que, selon son écran, il maintenait toujours 10 500 pieds à ce moment-là. Le timing de cet appel radio était vraiment terrible. Il a véritablement empêché l'équipage de retrouver une certaine conscience de leur position et de la situation. Et, au lieu de vérifier l'altimètre radar, le copilote a maintenant répondu au contrôleur en disant
Nous avons tous les calculateurs s'affolent en ce moment. Maintenant, bien que le commandant de bord n'ait pas réagi correctement à l'alerte de proximité du sol précédente, il a dû, sans le vouloir, monter légèrement au-dessus des vagues et ainsi la faire taire. Donc, toujours inconscients de la proximité du désastre, les pilotes ont simplement continué à discuter de leur position et à confirmer avec le contrôleur aérien qu'ils étaient à 42 miles nautiques à l'ouest de Lima, au-dessus de l'eau, cap à l'ouest-sud-ouest, s'éloignant en réalité de l'aéroport. Leur vitesse indiquée affichait toujours 370 nœuds, tandis que le contrôleur aérien leur signalait une vitesse sol de 220 nœuds avec une tendance à la décélération. À cela, le commandant de bord a alors répondu « Merde, on va décrocher maintenant ?» Et cette révélation l'a probablement amené à baisser légèrement le nez, ce qui a rapidement entraîné un nouvel avertissement de taux de descente du GPWS, qui a retenti cette fois-ci à 4 reprises. Le copilote avait, entre-temps, commençait à se sentir un peu mal à l'aise et a réagi à cette nouvelle activation du GPWS en disant « Montons, voyons, montons ici ». 4 secondes plus tard, le commandant de bord lui a demandé s'il touchait d'une manière ou d'une autre aux commandes, ce à quoi il a répondu non à 2 reprises. Et il a ensuite ajouté « Montons un peu pour voir », ce à quoi le commandant de bord a répondu « Oui, ouais, c'est moi ». Après avoir de nouveau évité de justesse un impact avec l'océan sans s'en rendre compte, ils sont maintenant montés à une altitude qui a ensuite été estimée à environ 4000 pieds. Maintenant, je sais que certains d'entre vous vont demander « N'ont-ils rien vu ?» mais la réponse aurait probablement été non. C'était en pleine nuit au-dessus de l'océan et ils entraient et sortaient sans cesse des nuages. Le copilote tenta à nouveau de traiter le message affiché sur le système EICAS, cherchant plus d'informations dans leur documentation papier. Mais, comme auparavant, il ne trouva rien qui le convainque d'arrêter de faire confiance à l'altitude indiquée par le contrôleur aérien, qui, à 1h09 et 36 secondes, environ 7 minutes après le premier avertissement de proximité du relief, fut de nouveau confirmé à 9700 pieds avec une vitesse sol de 240 nœuds et une distance de 51 miles nautiques de Lima. Cela signifiait que le commandant de bord initia de nouveau une descente, ce qui augmenta encore la vitesse indiquée apparente, le poussant à demander « Comment peut-il voler à cette vitesse alors que nous descendons avec toute la puissance coupée ?» Mais au lieu d'engager cette discussion, le copilote, comme il l'avait fait tant de fois auparavant, demanda simplement de nouveau au contrôleur aérien leur altitude. Cette fois, avant même que le contrôleur aérien n'ait eu le temps de répondre, l'alarme de terrain trop bas retentit de nouveau. Et peu de temps après, le contrôleur aérien répéta son indication d'altitude de 9700 pieds. Il demanda ensuite « Quelle est l'altitude indiquée à bord? Avez-vous une référence visuelle ?» 9700, mais ça indique qu'on est trop bas par rapport au terrain. Êtes-vous sûr de nous avoir au radar à 50 miles? Répondit le copilote. Et à ce moment-là, l'alarme de proximité du terrain retentissait depuis plus de 10 secondes, toujours sans aucune réaction de la part du commandant de bord. Et elle continuera encore pendant 28 secondes. Pendant ce temps, les pilotes continuaient simplement à discuter de leur indication de vitesse anormalement élevée. Et le copilote a finalement suggéré qu'il devrait en sortir le train d'atterrissage, ce à quoi le commandant de bord a répondu « Mais qu'est-ce qu'on fait avec le train d'atterrissage ?» Mais le copilote n'a jamais eu l'occasion d'expliquer cela, car à 1h, 10 minutes et 59 secondes, l'aile gauche a frappé la surface de la mer à une vitesse de 50 nœuds et avec un roulis à gauche de 5 degrés. Le copilote a alors transmis dans la panique « Nous touchons l'eau », à quoi le contrôleur aérien a répondu « Montez, montez si ça indique pull-up ». Mais avec son aile gauche, désormais probablement gravement endommagée, l'avion n'a réussi à monter qu'à une altitude de 300 pieds avant de s'incliner à gauche d'environ 70 degrés et de finalement percuter l'eau à une vitesse de 250 nœuds avec une assiette à piquer de 5 degrés. Et les 61 passagers, ainsi que les 9 membres d'équipage à bord, ont tous péri sur le coup lors de l'impact. Une opération de recherche et de sauvetage a été immédiatement lancée, et quelques semaines après l'accident, la marine américaine, qui avait répondu à un appel à l'aide des autorités péruviennes, a remonté une partie du côté gauche du fuselage depuis une profondeur d'environ 600 pieds. Et elle contenait les 3 prises statiques du côté gauche, qui étaient encore recouvertes du ruban adhésif de couleur métallique utilisé lors du nettoyage.
En plus de cela, la lecture des données de vol depuis le cockpit montrait qu'au moment de l'impact, l'altimètre du commandant de bord indiquait 9500 pieds avec une vitesse indiquée de 450 nœuds. Et bien que les autres parties du fuselage contenant le reste des prises statiques n'aient jamais été retrouvées, le rapport final a conclu, sur la base des données de vol et de la transcription de l'enregistreur vocal, que ces prises devaient également toutes être obstruées. Lorsque Robert, qui a aidé à écrire cet épisode, m'a expliqué son point de vue sur cet accident, il a ajouté les points suivants. Presque tous les pilotes professionnels ont probablement regardé une photo de cette partie du fuselage au moins une fois dans leur carrière. Et je me souviens du séminaire sur la sécurité des vols où je l'ai vu pour la première fois. J'ai lu de nombreuses fois les transcriptions de l'enregistreur vocal de ce vol. Et chaque fois que je la lis, je suis frappé par le nombre de fois où une porte s'est ouverte, qui aurait pu permettre au pilote de sortir du tunnel mental dans lequel il se trouvait. Cela me fait penser à ce qu'un instructeur de ligne très expérimenté m'a dit un jour. Leur apprendre à piloter un avion n'est pas difficile. C'est la façon dont ils réfléchissent là-haut qui fait la différence. Aujourd'hui, à la suite de cela, du vol Birgener 301 et d'autres accidents similaires, l'industrie a beaucoup appris. Nous formons désormais tous nos pilotes à reconnaître et à se remettre d'une situation de vitesse non fiable, non seulement lorsqu'une seule source est bloquée, mais aussi lorsque plusieurs le sont. Et en plus des tableaux concrets qui nous indiquent quelle assiette et quelle poussée utiliser pour amener l'avion à un atterrissage en toute sécurité, la règle d'or suivante est également martelée. Piloter, naviguer et communiquer, dans cet ordre. Et de façon déchirante, le commandant de bord dans cette histoire était à quelques instants seulement de faire exactement cela. Ceci était encore une fois un effort collaboratif de mon équipe et moi-même, qui comptons maintenant environ 15 personnes formidables, travailleuses et dévouées à plein temps. Et 2 d'entre eux sont Andrew et Nassau, qui travaillent comme pilotes de simulateur à plein temps pour nos épisodes. Et dans cet épisode, vous avez peut-être remarqué le modèle de Boeing 757 incroyablement détaillé que nous avons utilisé. Et je tiens à adresser un immense remerciement à Bluebird Simulations, qui nous a donné un accès anticipé à la version bêta de leur modèle. Vous devriez absolument y jeter un œil lorsqu'ils le sortiront parce que c'est génial. Maintenant, si vous êtes un pilote de simulateur et que vous souhaitez amener vos vols en simulateur à un niveau supérieur de réalisme, vous devriez absolument jeter un œil au cours virtuel sur le Boeing 737 de Ben et moi-même, que vous pouvez trouver via le lien ci-dessous ou avec ce QR code. Voici quelques témoignages que nous avons reçus des milliers de personnes qui l'ont déjà essayé, et nous en sommes très fiers. Donc, si vous voulez l'essayer aussi, utilisez le code MentorPilot pour bénéficier de 20% de réduction sur le prix total pendant les prochains jours. Je m'appelle Peter Ernfeld et vous regardez Mentor Pilot. Passez une journée absolument fantastique et on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.